Bonjour à tous et à toutes. Je suis Arthur, je suis un expert Asana et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette formation bien débutée avec Asana. On vous fait passer dans le chat Zoom un petit questionnaire pour comprendre votre niveau d'Asana. N'hésitez pas à y répondre et ensuite je partagerai les résultats. De toute façon, c'est une formation plutôt débutant. Donc, merci tout d'abord à Asana de nous avoir invités sur cette formation bien débutée avec Asana. Moi, je suis un expert et un passionné d'Asana. Et je travaille pour un partenaire d'Asana qui s'appelle iDo. Ça s'écrit IDEO, mais ça se dit iDo. Et c'est un partenaire, Solutions Partner d'Asana sur la France. Et voilà, nous, on accompagne toutes sortes d'entreprises avec Asana. C'est vraiment ce qu'on fait pour des déploiements Asana ou alors des optimisations d'entreprises qui utilisent déjà Asana. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins. Aujourd'hui, cette formation s'adresse donc plutôt aux débutants d'Asana. Si vous utilisez déjà un petit peu Asana, vous allez quand même apprendre sûrement des choses. Par contre, si vous êtes déjà très expert, ce n'est pas forcément le contenu aujourd'hui pour vous. Mais il y en aura d'autres, probablement des contenus experts à d'autres moments et on partagera aussi en fin de vidéo d'autres contenus. Donc, le fonctionnement aujourd'hui de cette formation, c'est sur un temps plutôt court. Nous, on fait plutôt des formations plutôt sur 1 h 30. Là, on a 1 h 55 minutes. Donc, ça va aller assez vite. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. Il y a mon collègue Julien et cofondateur d'Aidoo ici présent qui lève la main, je le vois, qui pourra répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat de Zoom ou les questions si elles ont été activées. La vidéo sera partagée dans un email à partir de demain. Vous retrouverez tout l'enregistrement de cette formation. Donc, aujourd'hui, vous pouvez essayer de suivre. Et si vous n'arrivez pas tout à suivre, n'hésitez pas à retrouver l'enregistrement. En fin de session, on fera aussi passer un petit questionnaire. Vous pouvez nous donner votre avis sur cette session. Je partage tout de suite le petit sondage pour que vous puissiez voir les résultats. Mais voilà, donc on est plutôt sur la première partie du tableau, plutôt débutant. Donc c'est parfait pour aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Je vais partager mon écran. Et voilà, vous devez voir mon écran. Donc nous, on travaille beaucoup avec Asana même pour nos formations. Donc je ne vais pas présenter de slides aujourd'hui, ça va vraiment être 100% dans un projet Asana. Ce projet, il s'appelle Bien démarrer sur Asana. Et en fait, on va utiliser la structure de ce projet tout simplement pour dérouler toute la formation en partant de tout en haut et en allant jusque en bas. Alors, bienvenue, ça, on l'a fait. Vos questions dans le chat, ça, on l'a fait. Je vous suggère éventuellement de rejoindre la newsletter qu'on édite mensuellement sur les nouveautés Asana. Éventuellement, mon collègue Julien la fera passer dans le chat avec le lien. Aujourd'hui, on va voir tout d'abord un petit peu d'histoire et je vais faire une petite démo rapide d'Asana pour ceux qui ne connaissent pas du tout, pour qu'on mette un petit peu le contexte. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet, ou plutôt moi, je vais créer un projet de mon côté. Vous pouvez essayer de le faire en même temps dans votre Asana si vous le voulez. Je vais créer un projet, on va revoir toutes les fonctionnalités en partant vraiment de la base. Comment est-ce qu'on crée des tâches, comment est-ce qu'on structure un projet, comment est-ce qu'on collabore dans Asana, et comment est-ce qu'on gère aussi son Asana de manière personnelle, ses propres tâches, sa to-do list, ses notifications. On va voir un petit peu tout ça aujourd'hui. Donc c'est parti. Tout d'abord, un tout petit peu d'histoire. C'est intéressant de comprendre un petit peu d'où vient Asana. Asana, c'est un outil qui a été créé en 2008 comme un outil interne à Facebook. Voilà, c'est anecdotique, hein, Facebook, mais en fait, à l'époque où Facebook était vraiment en croissance, Asana, ça a été créé comme un outil pour gérer tout leur travail en fait de toutes leurs équipes en mode interne. Et ensuite, c'est devenu une entreprise et un outil totalement différent de Facebook. Mais c'est intéressant de savoir que ça vient de cette époque-là. Et aujourd'hui, les plus gros clients d'Asana, c'est Google, Amazon, Facebook. Donc, vous utilisez le même outil finalement que les ingénieurs et les équipes marketing de ces grosses entreprises de la tech. Ensuite, c'est intéressant de regarder un petit peu ce visuel-là pour commencer. Ce visuel, en fait,
il représente de manière synthétique les différentes fonctionnalités d'Asana. Alors, il est peut-être un petit peu complexe la première fois qu'on le regarde. Je vais vous l'expliquer. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici les différentes fonctionnalités d'Asana de la façon dont elles sont représentées un petit peu sous une pyramide. C'est-à-dire qu'à la base de la pyramide, vous allez vraiment avoir la base de votre travail, c'est-à-dire les tâches. C'est vraiment les tâches que vous créez pour représenter des actions du travail pour vous-même ou pour vos collaborateurs. Ça, c'est vraiment l'opérationnel, le quotidien d'Asana. Et au plus vous prenez du niveau dans cette pyramide, au plus vous allez vers le haut de la pyramide, au plus vous allez avoir une vue d'ensemble sur vos équipes, etc. Au plus vous allez être dans un rôle un petit peu plus managérial. Et vous voyez qu'en fait, de droite à gauche, on va avoir les différentes équipes qui sont connectées les unes aux autres dans Asana. Il y a vraiment cette interconnexion entre les différentes équipes, la collaboration qu'on va voir aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer, nous, de manière très simple, sur les deux premiers étages de la pyramide, les tâches, les projets. On va rester pour le moment sur ce périmètre-là pour commencer. Et tout en bas, là, vous avez un petit rappel sur aussi toutes les fonctionnalités d'Asana qui sont l'intelligence artificielle, beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont en train d'arriver dans Asana d'intelligence artificielle, on ne les verra pas trop aujourd'hui. L'automatisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on automatise certains processus, les intégrations avec d'autres outils, le reporting, du management de ressources, les logiques de sécurité, confidentialité, des logiques de workflow processus. Tout ça, aujourd'hui, on ne va pas forcément trop le voir ensemble, mais au moins, sachez que ça fait partie du périmètre d'Asana. Voilà, je vais faire maintenant une démo. On va prendre 5 minutes. Une petite démo de l'interface pour ceux qui ne connaissent pas trop. Alors, je vois qu'on me dit que ça coupe un petit peu au niveau du son. Est-ce que... Ok, je vois qu'il n'y a pas de problème pour tout le monde. Ok, c'est pas tout le monde en tout cas. Merci. On va continuer comme ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a il y a un souci. Alors, une petite démo de l'interface d'Asana. Donc, Asana, quand vous arrivez pour la première fois, ça ressemble à ça. On a une partie centrale qui correspond aux différentes fonctionnalités, les projets, etc. On a une partie sur la gauche qui correspond à la navigation entre justement toutes ces fonctionnalités. Et tout en haut à droite, une troisième partie ici, où notamment on va retrouver vos paramètres personnels. Ici, on va faire un petit tour ensuite sur cette partie-là. Mais voilà, il y a trois zones. Sur toute la partie gauche, on a vraiment cette logique de navigation qu'il faut bien comprendre. Elle est en plusieurs grandes parties. Une première partie ici, ça correspond à vos fonctionnalités personnelles. Accueil, mes tâches, boîte de réception, ça, c'est des fonctionnalités qui vous sont propres dans Asana. On va les voir plus en détail après. Ensuite, ici, on a une partie indicateur. Là, je peux me permettre d'ouvrir ou de fermer ces fonctionnalités-là. Indicateur, ça va être le haut de la pyramide. On ne va pas voir ça aujourd'hui. C'est plutôt dans des logiques de vue d'ensemble managériale. Je ferme cette partie-là. Ensuite, on a la partie projet ici qui va représenter toute la liste de tous les projets sur lesquels vous collaborez, sur lesquels vous êtes invité. C'est parfois une liste qui est un petit peu longue et donc moi, je ne vais pas forcément l'utiliser aujourd'hui, donc je vais la fermer. Je vais plutôt utiliser ici ce qu'on appelle les équipes, c'est-à-dire que les équipes, ça va représenter toutes les équipes qui contiennent les projets parce que les projets se situent dans des équipes. Donc finalement, en naviguant entre les équipes, on navigue sur l'ensemble des projets. Donc, les équipes, par exemple, ici, j'ai une équipe commerce. Je clique dessus. J'arrive sur une vue aperçue de cette équipe. Je vois ici qu'elle contient 7 membres. J'ai les membres de cette équipe. J'ai les projets ici qui font partie de cette équipe. J'ai même éventuellement les modèles. On verra aujourd'hui qu'on peut utiliser des modèles de projets pour gagner du temps dans la création de vos projets. Ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. Je vais rentrer rapidement sur un projet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et n'oubliez pas, ensuite, on va vraiment créer un projet depuis zéro ensemble en repartant des bases. Mais juste pour jeter un coup d'œil, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Asana, voilà à quoi ressemble un projet Asana, par exemple. Ça, c'est un projet qui s'appelle Ouverture Paris. On voit ici une première vue qui s'appelle la vue liste, où chaque ligne est une tâche, en fait. Donc, tout ça, c'est des tâches. Certaines sont grisées parce qu'elles sont complétées, d'autres ne le sont pas encore parce qu'elles ne sont pas complétées. Et là, on a ici ce qu'on appelle des sections. C'est des chapitres, en fait, qui vont me permettre de structurer mon projet. Et ensuite, on a différentes colonnes ici. Dans Asana, les colonnes, ça s'appelle des champs qui peuvent être des champs standards, comme responsable, échéance, ça c'est très standard, ou alors des champs personnalisés. On va personnaliser et créer en fonction de vos besoins et surtout les besoins de chaque projet. Les différentes vues, après la vue liste, ça va être la vue tableau. Là, on retrouve le même projet, mais simplement dans une vue différente. On met des lunettes différentes pour regarder le même projet. La vue tableau, c'est ce qu'on appelle une vue Kanban. Donc, chaque tâche va être cette fois-ci non pas une ligne, mais une petite carte.
Ensuite, on va avoir la vue chronologique. Là, ça va reprendre toutes les échéances de mon projet dans une jolie chronologie, à condition bien sûr que les tâches aient des échéances. On pourra aussi zoomer ici sur cette vue-là, prendre par exemple ici un petit peu de recul sur l'ensemble du projet. Une vue calendrier finalement, là, qui va me servir à voir les différentes tâches dans un calendrier. Alors, ça marche plus ou moins bien en fonction des projets avec lesquels vous travaillez, mais c'est toute l'idée finalement de ces différentes vues, hein. C'est de trouver la vue qui correspond le mieux pour votre projet. On aura même une vue Gantt, qui est la partie vraiment Gantt de la vue chronologique en fait. Pour ceux qui sont habitués à la gestion de projet, vous pourrez aussi créer comme ça des vues spécifiques qu'on appelle Gantt. Processus tableau de bord, on verra ça ensuite. Tableau de bord, retenez simplement que c'est de la data, c'est de l'analytique pour voir les stats du projet. Donc voilà pour cette première vue d'ensemble de mon projet. Je retourne sur mon projet de formation. Donc, je complète les tâches au fur et à mesure. Donc, on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Alors oui, juste un petit rappel sur les équipes. Je parlais des équipes tout à l'heure. C'est intéressant de les voir aussi sous cette vue-là. Voilà comment sont représentées les équipes dans Asana. C'est-à-dire que vous avez une organisation tout en haut qui est la vôtre. Et ensuite, vous avez plusieurs équipes. Et vous voyez bien qu'un projet appartient à une seule équipe à la fois. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Un projet ne peut pas être dans plusieurs équipes. Et chaque projet contient des tâches. Et ce qu'il faut retenir, c'est un système un petit peu comme sur Google Drive ou sur Dropbox, c'est un système de partage. Si vous partagez toute l'équipe finance à 10 personnes, ben, l'ensemble de ces 10 personnes va avoir accès à l'ensemble des projets qui sont dans cette équipe-là. Ça, c'est la logique de base, qui est un peu une logique en silo finalement. Par contre, à tout moment, vous pourrez prendre un projet et le partager à quelqu'un d'une autre équipe. Et c'est là aussi où on peut créer de la collaboration entre différentes équipes. Et vous pourrez même aussi inviter des externes dans Asana. Donc, si vous collaborez avec une équipe de freelance ou avec une agence marketing, vous allez pouvoir utiliser comme ça Asana pour collaborer également et les inviter sur vos projets ou même sur vos équipes. Donc voilà pour le contexte. Maintenant, on va vraiment rentrer dans la création de tout ça et vous allez mieux comprendre. Alors, vous pourrez encore une fois essayer de le faire avec moi, mais je vais quand même aller relativement vite. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a le chat pour répondre à vos questions si vous en avez. Alors, juste avant de créer le projet, on va regarder un petit peu votre configuration Asana. C'est important de partir sur des bonnes bases de configuration. Donc, on va aller en haut à droite sur votre icône et on va aller ensuite ici dans les paramètres. En allant dans les paramètres, vous tombez sur un premier paramètre qui est le paramètre de profil. Ce qui est important sur ce profil, ça va être le nom complet. Ça va être important d'être sur un format prénom-nom ou nom-prénom, mais en général plutôt prénom-nom, parce que ça, en fait, on va vous trouver dans l'outil en utilisant ces termes-là. Si j'essaie de vous attribuer une tâche, par exemple, je vais taper votre prénom ou votre nom, et il faut que je puisse vous trouver. Et pour ça, c'est le format utilisé. La photo aussi, c'est vraiment utile parce qu'elle va apparaître un petit peu partout dans la collaboration, dans les commentaires que vous allez mettre, tout ça. Donc, c'est important de mettre une photo, je vous suggère. Le reste, je vous laisse le choix de le mettre ou pas. Ensuite, on va aller sur l'onglet notification. Notification, c'est super important dans Asana et notamment ici sur la partie centrale qui sont les notifications par email. En fait, l'idée avec ces notifications email, c'est de décider si oui ou non on veut recevoir des emails en plus des notifications qui vont arriver directement dans Asana. C'est un petit peu comme sur LinkedIn, peut-être si vous vous êtes habitué. Vous avez soit les notifications uniquement sur LinkedIn dans un fil d'actualité, et là on aura un fil d'actualité dans Asana qui s'appelle la boîte de réception, soit vous décidez aussi de recevoir en plus de ça des emails qui vont vous renvoyer sur LinkedIn. Donc là c'est pareil dans Asana, c'est 4 cases à cocher, ça correspond à vos notifications email. Si vous décochez tout, vous ne recevez rien. Si vous cochez tout, vous allez recevoir beaucoup d'emails. Et là, celui-là, mention uniquement, il est un petit peu entre les deux, donc il peut représenter une stratégie un petit peu intermédiaire de notification par email. Voilà, j'espère que je ne vous ennuie pas avec tout ça, mais c'est vraiment important les notifications dans Asana. Et finalement, les notifications de projet là, qui sont en dessous de cette partie notification, là, vous allez pouvoir me faire confiance et décocher celui qui s'appelle tâche ajoutée. Sans rentrer trop dans les détails, en fait, en décochant tâche ajoutée, vous allez par défaut retirer un certain type de notification pour les prochains projets dans lesquels vous serez invité. Et ça aussi, ça va réduire l'ensemble des notifications globales dans Asana. Et là, vous avez même un bouton gérer les projets individuels. Vous allez retrouver les projets dont vous faites déjà partie. Et là, je vous suggère aussi de décocher la colonne ici, tâches ajoutées. On décoche de manière standard sur les projets sur lesquels on est, sauf si vraiment c'est un projet sur lequel on veut recevoir toutes les notifs, parce qu'on est responsable de ce projet-là ou parce que c'est un projet qui nous tient particulièrement à cœur. Éventuellement, on laisse cocher, sinon on décoche.
Voilà, petite intro sur les notifications qui est importante. Un petit rappel aussi sur le fait que Asana, c'est disponible en version navigateur, en version également ordinateur, donc Windows ou Mac. Vous pouvez télécharger un logiciel. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, hein, pour être honnête. Donc, c'est finalement celui qui correspond le plus à votre usage. Et il y a aussi la version mobile, bien sûr, qui existe sur iOS et sur Android. Là, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités, mais vous en avez quand même beaucoup. Donc, ça peut être utile aussi de combiner, notamment sur les notifications, on peut les recevoir sur le téléphone, par exemple. Donc voilà, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Et maintenant, on va vraiment aller sur la partie création de projet. Donc là, je vais me mettre dans une équipe, pourquoi pas ici l'équipe divers. Je vais cliquer sur Nouveau projet. Euh, et on va créer un projet. Donc, vous avez trois options pour créer un projet. Soit à partir d'un projet vierge, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, soit à partir d'un modèle, et ça, je vous encourage à le faire un maximum si votre entreprise a créé des modèles, ou vous avez aussi des modèles officiels Asana que vous pouvez utiliser ici, soit utiliser une feuille de calcul, et là, on va plutôt importer un CSV. Donc, nous, on va partir sur un projet vierge, et je vais vraiment vous montrer de A à Z comment est-ce qu'on crée un projet, comment est-ce qu'on structure un projet. Vous cliquez sur projet vierge, ensuite, vous lui donnez un nom à votre projet. Alors moi, je vais travailler sur un projet assez classique chronologique où je vais organiser un déplacement, par exemple. Moi, par exemple, en tant que consultant Asana, je peux être amené à me déplacer chez des clients. Donc là, je vais mettre organisation du déplacement à Marseille 2024. Voilà. À vous de créer un projet qui correspond à quelque chose sur lequel vous travaillez éventuellement. Ce projet-là, on va le mettre dans une équipe. Donc là, je vais le mettre dans mon équipe divers. Vous allez le mettre dans l'équipe qui fait le plus de sens. On va définir une confidentialité. Donc par défaut, il est public, c'est-à-dire que toute l'équipe va pouvoir voir ce projet. Ou alors, on peut aussi le mettre, ce qu'on appelle réservé aux membres du projet, c'est-à-dire que là, il est privé. Il va falloir inviter manuellement les membres sur ce projet-là. Ou alors, ça peut être un projet qui vous est privé uniquement à vous et dans ce cas-là, personne ne le verra. Vue par défaut, là ici, il y a plusieurs vues. Je les ai mentionnées tout à l'heure, les différentes vues. On va partir tout d'abord sur une vue plutôt liste. C'est souvent la vue un petit peu la plus facile quand on vient créer un projet pour la première fois, mais on pourra changer par la suite cette vue et éventuellement, par défaut, on pourra changer également. Je lance la création du projet en cliquant sur Créer un projet. Et voilà, là, je me retrouve avec un projet qui est créé. Il s'appelle Organisation du déplacement à Marseille 2024. Et par contre, il est totalement vide et on va le structurer et on va le remplir ensemble. Ce qui est intéressant ici, c'est cette petite étoile à côté du titre, à la droite du titre, ajouté aux favoris, qui va m'ajouter mon projet ici dans une section qui s'appelle Éléments ajoutés aux favoris. Et en faisant ça, en fait, on a une section ici qui est non plus comme la colonne, la section projet qui contient tous les projets. Cette section-là, elle contient uniquement les projets, mes projets favoris. Et ça peut être intéressant de travailler avec ça pour vraiment avoir apporté ces projets favoris et ne plus avoir à les chercher partout dans les équipes ou dans la colonne projet. Je fais une toute petite remarque parce que j'ai tendance à l'oublier. Vous avez un moteur de recherche ici en haut qui est très utile. Donc, si vous cherchez quelque chose, vous tapez son nom ici et vous allez trouver tous les projets ou toutes les tâches ou d'autres fonctionnalités qui correspondent à ce mot-clé. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité si vous êtes un petit peu perdu dans Asana. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire tout d'abord une fois qu'on a créé ce projet? On va cliquer en haut à droite ici sur Partager. On va inviter d'autres membres à collaborer sur ce projet. Je clique sur Partager. Et là, ici, j'ai la partie qui s'appelle Inviter par email, qui est un peu trompeuse parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement par email, hein, c'est aussi inviter des collègues qui existent déjà dans Asana. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et là, je peux marquer des noms. Donc, par exemple, si je tape le nom ici d'un collègue, je vais avoir son nom qui va s'afficher comme ça. Et je peux du coup l'inviter à collaborer sur mon projet. Donc voilà, là, j'invite 3 collègues ou 4. Voilà, et je choisis le niveau d'accès que je leur donne. Par défaut, ça va être éditeur. Moi, par défaut, je suis plutôt administrateur du projet. Et commentateur, ça veut dire si on veut réduire les droits pour les utilisateurs. Et donc, eux, ils vont pouvoir uniquement commenter les commentateurs. Ils ne pourront pas créer de nouvelles tâches. Ils ne pourront pas compléter des tâches qui ne sont pas les leurs. Donc, en général, c'est plutôt éditeur quand on veut collaborer de manière active. Donc ensuite, je peux ou pas décider de les inviter à l'équipe divers. Là, je ne vais pas les inviter. Donc là, je les invite uniquement au projet. Je ne les invite pas forcément à toute l'équipe. Et très important, cette case-là, informer de l'ajout de tâches à ce projet. Là, ça revient sur la logique de notification. Donc là, en général, on a tendance à décocher cette case pour ne pas
envoyer trop de notifs aux collaborateurs. Donc, je clique sur envoyer et là, on voit que je retombe sur ma liste de membres et maintenant, j'ai bien moi, donc dans cet environnement-là, je m'appelle Lorraine. J'ai mes 4 collègues ici qui sont tous éditeurs, plus tous les membres de l'équipe divers qui, eux, sont aussi par défaut éditeurs. Donc, voilà un petit peu comment mon projet il est partagé aujourd'hui. Et à tout moment, vous pouvez retourner dans cette logique de partage, ici en haut à droite, et vous allez retrouver cette liste-là. Donc, une fois qu'on a partagé le projet, maintenant, on va le structurer. Donc, pour structurer un projet, plusieurs choses à faire. On va souvent ajouter des sections. Les sections, pour rappel, c'est ces grands chapitres qui me permettent de structurer correctement mon projet. Donc, je vais ajouter une première section pour mon projet de déplacement qui va s'appeler par exemple logistique. Une autre section qui va s'appeler préparation des sessions. Une section qui va s'appeler par exemple jour J. Voilà, et là, je vais mettre après déplacement, par exemple. Voilà, c'est quelque chose de très traditionnel. Ce qu'on peut imaginer aussi, c'est ajouter des emojis. Donc là, c'est un peu une astuce que je vous donne. Pour donner un petit peu plus de vie à votre projet, vous pouvez décider ici, pourquoi pas dans les sections, d'ajouter des emojis. Pour ça, vous vous mettez ici sur le texte de la section, vous faites clic droit, et là, vous allez trouver emoji. Et donc, comme ça vous permet d'ajouter des petits emojis qui vont illustrer un petit peu plus les différentes parties de votre projet. C'est tout à fait accessoire, mais c'est un petit truc qui peut avoir vraiment un impact, ce que nous, on conseille de faire. Voilà. Je vous donne quelques exemples. Hop, celui-là, il n'est pas très joli. Je vais plutôt mettre celui-là. Et voilà, des petits exemples. Une fois qu'on a créé les sections, je vous montre qu'on peut aussi déplacer les sections les unes par rapport aux autres. On peut aussi décider de cacher certaines sections si on n'a pas envie de voir ce qu'elles contiennent. Et voilà. Ensuite, on va ajouter des tâches dans ces sections. Là, vous avez un bouton ici, ajouter une tâche sous chacune des sections. Donc, par exemple, logistique, moi, je vais marquer prendre billet de train. Moi, je prendrais plutôt le train. Et là, je vais marquer, par exemple, réserver hôtel. Donc, ça, c'est ma logistique. Préparation des sessions, je vais marquer préparation jour 1 et préparation jour 2. Le raccourci, c'est entrée. Si vous faites entrée, ça va créer automatiquement une nouvelle tâche. Le jour J, donc là, je vais mettre pourquoi pas jour 1, jour 2. Et après déplacement, là, je vais mettre envoyer enregistrement par email. Et là, je vais marquer questionnaire de satisfaction, par exemple. Et en général, dans les tâches, on va plutôt tendance à avoir mettre des verbes. C'est important d'être dans une logique d'action, en fait, hein. Sauf si c'est par exemple quelque chose qui n'est pas une action, mais la plupart du temps, on met plutôt un verbe et l'action qui va avec pour qu'on comprenne bien ce qu'il y a à faire. Donc voilà, j'ai créé quelques tâches. Pour info, on peut déplacer aussi les tâches entre les différentes sections. Vous attrapez une tâche et vous la lâchez, soit au niveau de la section, soit aussi au niveau d'une autre tâche. Et vous pouvez comme ça déplacer les tâches. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec notre projet? On va pouvoir structurer notre projet avec ces fameux champs, ces fameuses colonnes que je vous montrais tout à l'heure dans le projet. Pour rappel, je vous montre un projet où il y a des jolies colonnes, juste pour info. Voilà à quoi ça ressemble par exemple, une fois qu'un projet est bien rempli avec tout un tas de colonnes. Voilà à quoi ça ressemble. On va créer certaines colonnes dans ce projet. Pour créer des nouvelles colonnes ou des champs, vous avez un petit bouton plus ici qui est au niveau des colonnes. On clique dessus. Là, on a des colonnes qui nous sont proposées et là, on a une liste ensuite de typologies de colonnes possibles. Donc, on a ici ce qu'on appelle du choix unique, du choix multiple, date, utilisateur, texte, nombre, formule. Donc, c'est à vous, en fonction des besoins de votre projet, de créer ces différents champs, un petit peu comme dans un fichier Excel ou Google Sheets, où vous créez des colonnes pour représenter différentes dimensions que vous voulez collecter dans votre projet. C'est la même chose. Par exemple, si j'ai envie d'ajouter une dimension de priorité pour savoir qu'est-ce qui est urgent ou pas sur mes différentes tâches, je vais venir ici, je vais créer un champ à choix unique. Je vais l'appeler ici dans le titre du champ priorité. Je vérifie que c'est bien le bon type de champ, choix unique. Et ensuite, je vais lui donner différentes valeurs. Donc, par exemple, je vais dire faible, moyenne, élevé.
Et là, si je veux que LV soit plutôt rouge, je peux changer la couleur aussi. Et moyenne, plutôt orange. Voilà. Ensuite, on peut décider ou pas d'ajouter ce champ à la bibliothèque de champs. Ça, c'est une mécanique qui est intéressante à comprendre parce que ajouter un champ à la bibliothèque de champs, ça permet de le sauvegarder pour plus tard et donc moi de le réutiliser dans d'autres projets et que mes collègues aussi puissent l'utiliser. Donc on peut, dans ce cas-là, cocher cette colonne-là. Je vais mettre créer un champ et là, on voit que le champ est apparu en termes de nouvelles colonnes. Et maintenant, pour chacune des tâches, j'ai la possibilité de remplir une priorité. Et donc là, je vais dire prendre billet de train élevé, réserver un hôtel moyenne, préparation moyenne, moyenne, etc., etc. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire, vous pouvez ajouter des colonnes. Vous pouvez aussi ajouter par exemple une colonne depuis la bibliothèque. Et à ce moment-là, vous allez récupérer des colonnes existantes depuis la bibliothèque. Alors par exemple, je viens ici et je mets une colonne de temps, qui est une colonne officielle Asana de durée en fait. Attendez, je vais essayer de la trouver. Moi, c'est plutôt une durée estimée que je veux. Rien. Durée estimée, voilà. Ça, c'est un exemple de colonne officielle Asana. Officielle parce que vous voyez, il y avait la petite icône avec les trois cercles. Durée estimée, ça permet de mettre une durée estimée que je vais passer sur chacune des tâches. Et ça permet comme ça d'estimer le temps qu'on va passer au global éventuellement sur un projet ou le temps par personne, etc. Donc là, par exemple, mettons que je remplisse ces différents temps. Je dirais prendre un billet de train. Bon, ben, pourquoi pas, ça me prendrait 1 heure. Réserver l'hôtel, ça me prendrait 1 heure. Je suis un petit peu large. Préparation, ça me prendrait 2 heures. 2 heures. Jour J, ça me prendrait 3 heures. 3 heures. Et envoyer enregistrement par email, ça me prendrait 1 heure. Et ça, par exemple, 30 minutes. Voilà, c'est juste un exemple pour ajouter des durées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire sur mon projet? Évidemment, j'ai envie d'attribuer le travail, soit à moi parce que je me dis c'est uniquement mes tâches, soit dans ce cas-là, comme c'est un projet avec plusieurs personnes, je vais attribuer des tâches à différentes personnes. Donc là, prendre billet de train, par exemple, je vais demander à mon collègue Larry de se charger de ça. Il va aussi se charger de réserver un hôtel. La préparation, donc là, ça va plutôt être moi, Lorraine, pour les deux tâches. Le jour J, ben, ça va aussi être moi. Et l'après-déplacement, ben là, peut-être que j'ai un autre collègue, Cheryl, qui va plutôt se charger de cette partie d'envoyer des emails. Voilà, et comme ça, j'ai attribué le travail aux différents collaborateurs, y compris moi. Ensuite, l'échéance, ça c'est super important pour chaque tâche. Ça va représenter pour quand on doit compléter une tâche. Donc, je vais mettre ici au niveau de l'échéance. Et pour chacune des tâches, je vais choisir une date. Alors, si on est dans une logique de projet, mettons que le jour J ici, ce soit par exemple à la fin du mois, ok, ben, je fais un petit peu de rétro-planning. Donc, je me dis, ben, le billet de train, j'ai besoin de les avoir à la fin de cette semaine. L'hôtel, le jour d'avant. La préparation, j'ai besoin d'avoir ça quelque part là-bas. Voilà. Et après le déplacement, ben, je vais rajouter une semaine après la fin du déplacement. Voilà, j'ai ajouté des échéances sur mes différentes tâches. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour dans les différentes vues et vous allez voir un petit peu comment ça va être visible dans les autres vues. Donc la vue tableau, tout d'abord, ben, c'est la même chose que ma vue section, mais j'ai des colonnes, voilà. La vue chronologique, là, intéressant. La première fois qu'on la lance, par contre, ça prend quelques secondes et ensuite, ça va être automatique. Donc, on va attendre quelques secondes. Voilà. Donc, la vue chronologique, ça va remettre les tâches en fonction des échéances que je les ai mises. Et j'aurais pu aussi utiliser la vue ici pour déplacer aussi les tâches. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que dans cette vue chronologique, on va aussi récupérer les couleurs ici qui sont représentatives des priorités. Et ça, en fait, c'est une logique de gestion de couleurs qui est ici en haut à droite. Vous pouvez choisir comment est définie la couleur. Et donc, à ce moment-là, si on dit que la couleur est définie par défaut ou alors sur priorité, il va prendre ces couleurs-là pour définir ici les tâches dans la chronologie. Les dates peuvent être aussi, je reviens dessus ici, peuvent être une plage de dates. Par exemple, si je veux que ma préparation s'étale sur une semaine, j'aurais pu ici ajouter une date de début et une date de fin. Date de début, date de fin. Et comme ça, j'ai une plage de dates. Plage de dates qui, dans la chronologie, se voit très bien parce qu'elle ressemble à ça. Voilà, on voit bien la différence. Date unique, plage de dates. Et je peux même ici, éventuellement, étirer pour avoir ici une plage. Et autant dans la vue liste, quand vous déplacez les tâches, ça les déplace d'une section à une autre, autant dans la vue chronologique, si vous déplacez les tâches, en fait, vous les déplacez dans le temps. Et en fait, vous changez donc tout simplement leur échéance. Et finalement, la vue calendrier, qui par défaut est plutôt sur une logique par semaine, mais qu'on peut venir ici changer par une logique par mois. Et là, vous avez
accès au projet sous une logique de calendrier par mois. Voilà. On finit juste le petit tour sur les différentes vues et ensuite on rentrera dans les détails des tâches et on verra tout ce qu'on pourra faire avec une tâche. Donc ensuite, vous avez la vue processus. Là, je ne rentre pas trop dans les détails de cette vue. C'est une vue qui permet d'attribuer les automatisations aux différentes sections. Là, c'est plutôt pour d'autres typologies de projets quand vous êtes sur des projets un petit peu plus processus. Demande reçue, demande en cours, demande terminée. Vous avez 3 sections et en fonction de comment vous bougez les tâches, ça va déclencher des actions, des automatisations. Là, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. La vue tableau de bord, elle est très utile, c'est toute la partie analytique de votre projet. Par défaut, vous allez avoir des stats sur nombre de tâches terminées, non terminées, en retard, etc. Et vous pouvez aussi, si vous collectez d'autres typologies d'informations, par exemple comme du temps, vous pouvez ici avoir votre temps total aussi par projet. Si vous avez collecté du budget, ben, on aurait pu avoir un budget total sur l'ensemble du projet. Et vous pouvez aussi créer d'autres graphiques. Donc, par exemple, si j'ai envie d'avoir le temps par collaborateur estimé, donc là, je vais venir ici, je vais dire, ben, je veux par exemple un camembert, anneau. Je veux voir en dimension numéro 1 la personne responsable multiplié par la dimension numéro 2, la durée estimée. Et voilà, comme ça, j'ai un camembert pour l'ensemble des collaborateurs en fonction du temps estimé par tâche. Et je peux ajouter des filtres. Donc, je pourrais dire, je veux voir ça, mais uniquement, par exemple, quand mes tâches sont non terminées. Si elles sont terminées, finalement, ça ne me sert à rien. Moi, je veux avoir le temps restant par collaborateur. Voilà. Et si je crée ce graphique-là, vous voyez, il vient se mettre ici directement dans mon projet. Il est automatiquement mis à jour. Je n'ai plus besoin de le toucher. Et si je passe ma souris, je vais avoir ici un total. Éventuellement, Lorraine, elle a 10 heures de travail sur ce projet-là. Et ce qui est intéressant, c'est que si je clique dessus, je peux même avoir ici le détail de comment sont calculées ces 10 heures. Ben, elles sont calculées par rapport à ces 4 tâches. Donc voilà, tableau de bord très utile dans Asana et ça vient avec chaque projet, vous avez un tableau de bord. Message, on n'utilise pas trop cette fonctionnalité, on va plutôt utiliser la communication dans les tâches, je vais vous montrer ça juste après. Et fichier, ça va représenter l'ensemble des fichiers qui sont partagés sur les différentes tâches. Là, je viens de créer le projet, il n'y a pas de fichier, donc on ne voit rien. Ce qui est intéressant par rapport à ces différentes vues aussi, c'est qu'on peut aussi réorganiser ces différentes vues. C'est-à-dire, si vous dites, ben, fichier, moi, ça ne m'intéresse pas, on peut l'enlever. Message, vous dites, moi, je n'ai pas envie qu'on s'en serve parce qu'on préfère les tâches, on l'enlève. Processus, éventuellement, on l'enlève. Donc, on peut réorganiser son truc. Tableau de bord, j'ai envie de le mettre au tout début, je le mets au tout début. Et ce qu'on peut faire aussi en termes de réorganisation, c'est qu'on peut aussi créer plusieurs versions d'une même vue. C'est-à-dire que, par exemple, ici, j'ai une vue liste, mais je pourrais décider de voir ma vue liste uniquement quand la priorité est élevée ou moyenne, par exemple. Juste un exemple. Pour faire ça, je vais venir ici dans mes filtres et je vais dire, je veux voir uniquement quand la priorité est moyenne ou élevée. Voilà. Donc, je me suis fait un petit filtre qui est spécifique en utilisant cette fonctionnalité filtre. Et du coup, maintenant, je vois que certains types de tâches dans mon projet. Et ce que je peux faire, une fois que j'ai fait ça, c'est soit venir ici en haut à droite, sauvegarder pour tous, et à ce moment-là, la vue liste sera remplacée par cette vue filtrée. Soit je peux dire ici, je veux l'enregistrer en tant que nouvel onglet. Donc là, je crée un nouvel onglet qui correspond à ce filtre. Et là, je vais l'appeler par exemple liste moyenne plus, par exemple. Il faudrait trouver un meilleur nom, mais c'est pour vous montrer que ça représente les tâches qui sont moyennes et élevées en termes de priorité. Et ça, c'est ma nouvelle vue liste que je viens éventuellement glisser à côté de l'autre vue liste. Vue liste avec toutes les tâches, vue liste avec seulement certains types de tâches. Donc voilà ces nouvelles vues. Comment est-ce qu'on peut les gérer? Donc voilà, maintenant on a structuré notre projet, on a ajouté certaines colonnes, etc. Mais finalement, ça ne me dit pas vraiment comment travailler sur ce projet-là. C'est-à-dire que prendre un billet de train, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. Ce n'est pas suffisant pour que Larry, lui, sache exactement ce qu'il a à faire. Pour ça, on va rentrer dans les détails de chacune des tâches et on va les spécifier. Pour rentrer dans un détail d'une tâche, il faut cliquer ici sur la partie qui est à droite de la tâche ou alors vous pouvez même cliquer sur le petit bouton ici détail, ça revient au même. Et quand vous faites ça, vous avez le panneau de tâches qui s'ouvre sur la partie droite de votre écran. Donc la tâche ici billet de train, elle est maintenant ouverte en grand à droite, prendre billet de train. Je vais retrouver les informations de l'échéance, du responsable, etc. Mais je vais retrouver de nouvelles choses. Ici notamment ce qu'on appelle un champ description. Ça, c'est super utile parce que ça va accueillir vraiment les instructions de qu'est-ce qu'il faut faire pour compléter cette tâche.
que ce soit pour vous parce que vous créez votre tâche et peut-être vous allez travailler sur cette tâche dans un mois ou dans même une semaine et au moins vous avez toutes les informations stockées, ou alors parce que vous attribuez la tâche à quelqu'un. Dans tous les cas, ça va être important de passer du temps pour bien décrire ici ce qui est attendu. Donc, vous pouvez utiliser des informations aussi de mise en page, donc par exemple ici avec de logique de titre, de gras, etc., des listes à points, etc. Donc par exemple là, on va dire à Larry qu'on veut un billet en classe 2 avec le abonnement de l'entreprise et date, je vais lui dire par exemple que je veux par exemple le 29 01 ou 30 01. Voilà, simplement quelques infos pour qu'il puisse travailler avec cette tâche. Et je lui dis même un truc ici, merci par avance. Donc voilà, Larry va savoir maintenant ce qu'il faut qu'il fasse avec cette tâche-là. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est ajouter des sous-tâches. Les sous-tâches dans Asana, c'est super pratique. Ça vous permet en fait de scinder la tâche principale en plusieurs sous-parties. Donc, il y a deux cas d'utilisation de ces sous-tâches qui sont très utiles. Le premier cas, ça va être de faire une espèce de checklist, c'est-à-dire qu'on va lister des actions qui sont inhérentes à la complétion de la tâche. Donc, par exemple, ici, prendre billet de train, ben, ça peut être comparer les tarifs sur 2 jours. Ça peut être demander le numéro de l'abonnement au RH et ça peut être réserver les billets, par exemple. Ça, c'est une checklist. Donc, le cas d'utilisation numéro 1, c'est celui de Larry qui va simplement utiliser cette liste de sous-tâches et il va les compléter les unes après les autres. Et une fois qu'il aura tout complété, il va se dire ben, c'est bon, je suis prêt à compléter ma tâche principale et au moins je sais que j'ai fait tout ce qui était à faire sur cette tâche. Ça, c'est le premier cas, checklist. Deuxième cas, ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci, on va attribuer les sous-tâches. Et donc là, les sous-tâches deviennent un petit peu comme des tâches, en fait, hein. Et ma tâche ici devient un petit peu comme un mini-projet. Et à ce moment-là, je vais dire, ben, demander l'abonnement au RH. Je vais directement l'attribuer, pourquoi pas, ici au RH. Et au moins, elle va directement avoir une tâche et une action qui va être liée à cette tâche-là. Et je peux même lui ajouter une date. Si j'ai besoin qu'elle fasse ça jeudi, parce que moi, ma tâche, elle est pour vendredi, ben, je vais mettre ici une date. Et techniquement, je pourrais même rentrer dans les détails de cette sous-tâche, ajouter des informations dans cette sous-tâche, et on verra avoir une conversation aussi spécifiquement avec cette personne-là. Donc voilà les deux cas d'utilisation des sous-tâches. Qu'est-ce qu'on peut faire encore avec une tâche? On peut ajouter des fichiers. Vous avez ici en haut à droite un bouton Ajouter des pièces jointes. Ça, c'est super utile. Ça vous permet d'ajouter des fichiers, soit à partir de votre ordinateur, soit, et c'est plutôt ma recommandation, si votre entreprise utilise un fichier, un système cloud, Google Drive, SharePoint, etc., vous allez retrouver ici ces intégrations. Et comme ça, vous allez lier des fichiers existants sur votre cloud à Asana. Et au moins, les fichiers restent stockés sur le cloud, mais ils sont visibles ici dans la tâche. Et au moins, vous travaillez avec une seule version. C'est pour éviter le versionnage des fichiers. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre maintenant avec une tâche? Et c'est franchement peut-être la partie la plus intéressante d'Asana, c'est toute la collaboration qui va se faire ici avec cette fonctionnalité commentaire en fait, hein. Chacune des tâches vient avec son propre canal de discussion. Ça, c'est bien important de le comprendre parce que ça a un impact énorme. C'est un petit peu comme si vous avez des canaux Teams ou Slack qui viennent avec chacune des tâches. Comment est-ce que ça marche, ce canal-là? En fait, ce canal, il va être associé ici à ce qu'on appelle les collaborateurs. C'est-à-dire que tous les messages que vous allez mettre sur la tâche, ils vont être envoyés, ils vont notifier les collaborateurs de la tâche. Les collaborateurs de la tâche qui ne sont pas forcément les membres du projet, hein, c'est deux choses différentes. Les collaborateurs de la tâche, c'est toutes les personnes qui veulent être informées de ce qui va se passer sur cette tâche parce qu'elles sont concernées par cette tâche. Concrètement, les collaborateurs, ils vont recevoir des notifications à chaque fois que la tâche est terminée. Si quelqu'un ajoute un commentaire dans la tâche, ça va être toute la partie de discussion, ou si par exemple la tâche est supprimée, ou voilà des événements importants sur la tâche. Donc là, on peut ajouter ici d'autres collaborateurs. Si j'ai envie que tout le monde soit informé de ce qui va se passer, je vais ajouter ici mes collègues, par exemple là, voilà. Et concrètement, à chaque fois que je mets un commentaire et je dis par exemple, qu'en pensez-vous? Ce commentaire-là suffit à déclencher une notification pour l'ensemble des collaborateurs qui vont ainsi pouvoir y répondre et je vais vous montrer comment ça marche ensuite de leur point de vue à eux.
Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce système de communication dans Asana, en fait, le but, c'est de remplacer concrètement d'autres systèmes de communication interne pour ce qui concerne les projets. Par exemple, si vous envoyez des emails pour dire que penses-tu de ça, est-ce que tu n'as pas oublié de faire ça, etc. Là, on va le faire vraiment dans Asana et au moins, ça va fluidifier la communication, ça va créer un maillage interne dans les différents projets, dans les différentes tâches. L'avantage, c'est que chacun est notifié uniquement de ce qu'il concerne et peut répondre directement parce que la personne a tout le contexte qui va avec. C'est-à-dire que là, on me dit simplement qu'en penses-tu et moi, je n'ai pas besoin de plus. Je sais quelle tâche c'est, je sais ce qui a été fait, je sais quand est l'échéance, je sais de quel projet cette tâche elle fait partie, etc. J'ai toutes les infos finalement pour répondre, pour me positionner, pour donner mon avis, pour envoyer un fichier, etc. Tout est directement stocké avec la tâche et la communication qui va avec. Et donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que ces notifications-là, et notamment celles des commentaires, où est-ce qu'elles vont arriver? En fait, elles vont arriver dans cette boîte de réception qu'on n'a pas encore vue ensemble. Ici, en haut à gauche, vous avez la boîte de réception. Et quand vous cliquez dessus, vous allez avoir ici un fil de notification qui va correspondre justement à toutes ces notifs qui sont en provenance des différents projets et tâches sur lesquels vous collaborez. Donc, on va voir quelques exemples. Là, par exemple, tout ça, c'est une notif en fait. Donc, c'est une notif qui va contenir ici une discussion. Et si je clique sur la notif, je vais avoir ici à droite toute la tâche dont fait partie cette notification. Donc, à moi de faire ce que j'ai à faire sur cette tâche. Par exemple, ça peut être de mettre un like, ça peut être de répondre ici à mes collègues, par exemple. Et ensuite, quand j'ai fait ce que je devais faire, des fois, c'est simplement lire, je viens ici archiver la notification. Et ça, c'est important d'être dans cette logique. On vient archiver un petit peu comme une archive, une boîte email. Le but, c'est de lire, de faire, de réagir et ensuite d'archiver. Donc là, je lis, OK, quelqu'un a partagé un projet avec moi. Très bien, je pourrais ouvrir le projet si je voudrais. J'archive. Là, on me dit que je peux commencer sur cette tâche, à travailler. Très bien. Là, on me dit qu'une valeur d'un champ a changé. D'accord. Quelqu'un a partagé un portefeuille avec moi. Quelqu'un m'a ajouté en tant que collaborateur sur une tâche. Je mets un petit like. Très bien. Et j'archive. Voilà, quelqu'un m'a mis un like, je lui dis merci, clin d'œil, je commente et j'archive. Voilà. Et in fine, j'arrive sur la fin de ma boîte de réception et là, je suis pleinement à jour de tout ce qui me concerne dans Asana. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai fait ce que j'avais à faire, ce n'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Ça veut dire que vous êtes à jour des différentes informations dont vous devez être au courant. Et alors, si je reviens juste sur une tâche précédente, et alors pour retrouver les notifs que vous avez archivés, il y a une boîte qui s'appelle ici Archive. Donc, je reviens sur une des notifs que j'ai archivées et je la renvoie ici dans ma boîte de réception pour vous montrer quelque chose. Donc, si je reçois une notification ici, et je me dis, mais finalement, cette notification, j'arrête pas de recevoir des trucs sur cette tâche, elle ne me concerne pas. À ce moment-là, vous allez tout simplement ici venir en bas à droite et quitter la tâche. C'est-à-dire que moi, si je vous invite à collaborer sur une tâche, c'est je pense que c'est pertinent pour vous. Mais par contre, c'est aucun problème si vous me dites, moi, ça ne m'intéresse pas ou moi, ça ne me concerne pas, je n'ai pas envie d'être au courant, ben, très bien. À ce moment-là, vous quittez la tâche et à ce moment-là, vous n'allez plus recevoir de notifications qui concernent cette tâche. Vous pouvez mettre un message pour dire je vous laisse à votre tâche, ça ne me concerne pas, ça c'est à vous de voir. Mais c'est important de bien comprendre qu'on est maître des notifications qu'on reçoit. Si on reçoit trop de notifs dans Asana, vous pouvez tout à fait réduire ce nombre de notifs. Et je vois qu'il y a des questions dans le chat, c'est super, mais je laisse mon collègue Julien y répondre. Donc, une fois qu'on est à jour de sa boîte de réception, en général, moi, je fais ça le matin quand je commence. Ensuite, on va aller sur mes tâches. Et là, vous allez comprendre, c'est vraiment là où tout fait sens. C'est que le mes tâches, en fait, c'est la consolidation, c'est l'agrégation de toutes les tâches sur lesquelles vous êtes responsable dans l'ensemble des projets sur lesquels vous travaillez. C'est-à-dire que si je travaille sur une dizaine de projets à la fois et que j'ai 2 tâches par projet, ben, je vais avoir 20 tâches visibles sur mes tâches, au moins, parce qu'on verra qu'on peut aussi ajouter ses propres tâches. Mais l'idée, c'est de représenter 100% de votre travail dans Asana pour vous offrir un poste de pilotage, en fait. Donc, au quotidien, vous n'allez pas vous balader en permanence dans les projets, déplacements, tel truc, marketing, etc. Vous pouvez le faire, vous pouvez créer des projets, etc. Mais au quotidien, en fait, vous allez utiliser le métage comme une centralisation de votre travail que vous allez classer en fonction de la priorité. Et souvent, la priorité, elle est liée à l'échéance. C'est-à-dire qu'on va regarder concrètement
in fine, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Moi, le reste, entre guillemets, je m'en fous un petit peu. Je veux juste savoir qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui et qu'est-ce qui serait bien que je complète aujourd'hui pour être satisfait en gros de ma journée. Et je vais avoir une liste de tâches et je vais les faire les unes après les autres. Donc, la priorisation de ce mes tâches, elle peut être gérée de différentes manières. Par défaut, ici, en haut à droite, vous avez ce qu'on appelle du groupement, regroupé par échéance. Ça, c'est un mode un petit peu standard de regarder son mes tâches. En fait, Asana va classer automatiquement votre mes tâches en fonction des échéances. Donc, vous avez ici un truc en retard à terminer cette semaine, semaine prochaine, etc. Et donc, l'idée, c'est partir de tout en haut et de descendre. Donc, je pars en haut ici, je récupère ma première tâche. Je vois ici qu'elle vient d'un projet en particulier. Je peux même voir les collaborateurs, etc. Je clique sur ma tâche, elle s'ouvre. J'ai toutes les informations qui sont liées. Si j'ai de la chance, il y a une description qui me fait bien comprendre ce que j'ai à faire sur cette tâche-là. Je fais ce que j'ai à faire, j'envoie mon mail, je crée mon document, etc. Et dès que j'ai fini, je la marque comme terminée et c'est bon, je passe à la suivante. Tâche suivante, je fais ce que j'ai à faire, etc. Je comprends de quoi ça parle, je termine et je passe à la suivante, etc., etc., dans le but de faire tout ce que j'ai à faire ici aujourd'hui par rapport à mon échéance. Ça, c'est le regroupé par échéance. C'est le mode standard que je vous conseille si vous débutez avec Asana. Si vous êtes un petit peu plus avancé, vous pouvez aller ici, ce qu'on appelle un mode section personnalisée. Section personnalisée, c'est le même principe, sauf que c'est à vous d'inventer votre propre mode de fonctionnement. C'est à vous de créer les sections qui sont pertinentes pour votre façon de fonctionner. Donc, en retard, par exemple, si je me dis, ça, en retard, moi, ça ne me sert pas, je vais l'enlever. Voilà. Si j'ai envie de à faire aujourd'hui, de le renommer en à faire cette semaine, je peux le renommer. Mais ensuite, vous allez devoir organiser vous-même à ce moment-là votre métage. Vous en êtes responsable, ça ne va pas se faire de manière automatiquement. La seule chose qui se fait de manière automatique, c'est ici la section qu'on appelle récemment attribuée. Ça, c'est la section qui est un petit peu le haut de la pile. À chaque fois que vous avez une nouvelle tâche, elle va arriver dans ce récemment attribué et vous allez au moins en prendre conscience. Ok, j'ai une nouvelle tâche qui m'a été attribuée à l'instant. Où est-ce que je la mets? Ah, elle est à faire aujourd'hui. Je vais la mettre dans à faire aujourd'hui. Voilà. Comme ça que ça fonctionne. Là, on m'a attribué une tâche. Ah, mais je n'ai pas d'échéance. Ah je ne sais pas comment c'est à faire. Ok, je regarde de quoi elle parle. Éventuellement, je vais la mettre à faire la semaine prochaine ou cette semaine et je vais la bouger ici un petit peu plus loin dans ma pile. Voilà comment le métâche fonctionne. Ensuite, de manière un petit peu plus avancée, mais je ne vais pas forcément rentrer dans les détails aujourd'hui, on peut créer ce qu'on appelle des règles d'automatisation pour créer des petites règles dans son métage pour qu'il y ait quelques trucs qui se fassent tout seul. Par exemple, on pourrait créer une règle qui dit si la tâche est à faire aujourd'hui, j'ai envie qu'elle aille dans à faire aujourd'hui. Ça, c'est une petite règle. Et à ce moment-là, on va venir ici en haut à droite dans personnaliser. Là, vous avez ici des règles qui s'appliquent dans ce cas-là sur le métage. Et là, on va ajouter une règle et vous avez des règles qui sont proposées, par exemple, si l'échéance est proche, déplacer dans une section, c'est ce que j'évoquais avec vous. Donc là, je vais dire, si l'échéance est à terminer aujourd'hui, je la déplace dans la section non pas récemment attribuée, mais à faire aujourd'hui. Et je viens créer cette règle-là. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, encore une fois, je vous laisse un petit peu explorer cette partie-là. Si vous êtes plutôt débutant sur le métage, moi, je conseille plutôt regrouper par échéance. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec le métage? Vous aurez compris, c'est une fonctionnalité vraiment centrale et super importante. On peut ajouter des colonnes. C'est-à-dire que là, j'ai ma colonne peut-être par défaut projet collaborateur, mais je peux ajouter d'autres colonnes. C'est-à-dire que si j'ai envie d'ajouter une colonne priorité, je vais pourquoi pas en récupérer une dans la bibliothèque plutôt que d'en créer une autre. Je viens chercher ici une colonne priorité, voilà, top. Et maintenant, mon métage, il se retrouve avec une colonne priorité qui me permet de gérer aussi des logiques de priorité directement à partir de mon métage. Pourquoi pas? C'est juste un exemple. Vous pouvez aussi utiliser d'autres vues sur le métage. Vous avez ici la vue tableau. On retrouve la vue Kanban qu'on avait aussi dans les projets. Une vue aussi calendrier qu'on peut afficher par semaine ou par mois. Voilà, à vous de voir le mode de fonctionnement qui correspond le mieux à votre usage. Et alors, je fais une petite précision aussi sur le métage. Vous allez récupérer automatiquement l'ensemble des tâches qui proviennent des différents projets sur lesquels vous collaborez. Ça, c'est le concept. Mais vous pouvez aussi ajouter vos propres tâches. Que si vous dites, ah oui, il ne faut pas que j'oublie aujourd'hui, il faut absolument que j'envoie un mail, mais à ce moment-là, vous venez là, vous créez une nouvelle tâche et vous mettez envoyer un email à Monsieur Dupont.
Et à ce moment-là, ça, c'est une tâche qui vous est privée. Vous voyez bien dans la colonne projet, elle appartient à aucun projet. Si je clique dessus, elle est vide et il y a bien marqué en haut que cette tâche n'est visible que par vous. Donc le métage, c'est à la fois toutes les tâches qui proviennent des projets et c'est à la fois les tâches que vous y rajoutez parce que c'est votre to-do list de la journée, de la semaine, etc. Donc c'est vraiment censé être exhaustif en termes de travail et c'est pour ça aussi que c'est si puissant cette fonctionnalité à partir du moment où vraiment vous utilisez Asana au cœur de vos processus, ce métage, vous allez y passer beaucoup de temps et c'est vraiment le mode de fonctionnement d'Asana. Pour finir sur ce tour d'horizon des fonctionnalités personnelles, vous avez la vue accueil ici. La vue accueil, en fait, c'est des petits widgets que vous allez vouloir ajouter pour représenter des trucs que vous avez envie de voir, un bloc-notes, des tâches récemment que vous avez attribuées, des projets qui vous intéressent, etc. C'est une vue qui n'est pas forcément exhaustive, hein. Vous voyez, le métage, il y a beaucoup moins d'options de gestion. Donc moi, je ne conseille pas forcément de commencer par cet accueil, mais si vous êtes déjà un petit peu avancé avec Asana, vous verrez si c'est une fonctionnalité qui peut vous être utile. Il y a des petits widgets qui peuvent être bien utiles, comme celui qui vous rappelle que vous avez créé des commentaires sans les envoyer. Celui-là, il est très pratique, hein. Vous avez créé un commentaire, vous avez quitté la tâche sans l'envoyer, ben, il va être sauvegardé dans ce petit widget-là. Et pour ajouter des widgets, pardon, j'ai cliqué à côté, pour ajouter des widgets, vous avez ici un bouton personnalisé en haut à droite et vous pouvez ajouter d'autres widgets sur cette vue d'accueil. Donc, voilà pour cette formation. Alors, je regarde juste pour être sûr que j'ai rien oublié ici dans mon programme de formation. Hop, on a vu tout ça, on a vu la collaboration. Alors, quelques petits points à retenir. Important, mes tâches et la boîte de réception, vous l'aurez bien compris, c'est vraiment vos amis de tous les jours. Vous allez vraiment les utiliser à fond et c'est comme ça que vous allez vraiment bénéficier du système Asana. Une tâche bien définie et terminée plus rapidement. Donc la description, et c'est vraiment important, ajouter une date, ajouter des infos, ajouter le champ commentaire pour discuter avec vos collaborateurs. Ça va être vraiment important pour fluidifier les projets et les tâches. Les discussions se déroulent dans les commentaires. Évitez d'envoyer un email pour dire, ben voilà, je te parle de telle tâche Asana. Si vous parlez d'Asana, on va vraiment utiliser cette logique de commentaires dans les tâches qui va vraiment faire sens. Voilà, donc pour rappel, après cette formation, demain sûrement vous allez recevoir un email avec l'enregistrement de cette session. Comme je suis allé vite un petit peu aujourd'hui, vous allez pouvoir peut-être réécouter ça et essayer de le faire de votre côté. On va vous faire passer dans le chat, et je crois que Cliona l'a fait juste à l'instant, le lien avec vos feedbacks, le lien qui s'appelle Go Asana, bien démarrer sur Asana. S'il vous plaît, prenez 2 minutes pour nous dire comment c'était sur cette session. C'est une des premières sessions webinaires en français de formation qu'on fait. Donc, on est vraiment preneur de vos feedbacks. Et voilà, j'espère que c'était clair et que vous aurez aussi appris aujourd'hui des astuces sur comment bien débuter avec Asana. Vous avez aussi un lien vers notre playlist YouTube. Merci à tous pour votre attention, merci pour vos questions. Et voilà, merci d'utiliser Asana. Je pense que vous avez fait le bon pari sur cet outil-là. Non, si tu restes encore juste quelques minutes connecté, je réponds juste aux deux, trois dernières questions. Oui, bien sûr. J'y suis presque. Merci à tous. Merci Kevin, Laurent. Et je laisse Julien répondre à quelques questions qui sont en cours. Et vous recevrez demain l'email avec l'enregistrement. Et encore une fois, le Alors, lien. si Elodie, Evelyne et si Elodie est encore là, si tu peux remontrer comment ouvrir le clic droit pour ouvrir les emojis, parce que par écrit, Oui, j'arrive pas de pas à les souci. ouvrir. Alors, les emojis, c'est ici, clic droit sur n'importe quel champ de texte, hein. Donc, ça peut être une section ou ça peut être même une tâche. On vient faire clic droit ici. Et là, au niveau du champ de texte, on a ici emoji. Donc, normalement, vous l'avez. Alors, peut-être sur application, des fois, il faut utiliser le raccourci. Si vous avez de l'application Windows, peut-être qu'il n'y est pas. Et à ce moment-là, il faut utiliser le raccourci qui est Windows point. Est-ce qu'il y avait une autre question, Julien, auquel je peux répondre? Ouais, si tu veux, quelle est la différence entre une étiquette et un jalon? Alors,
On n'a pas vraiment parlé aujourd'hui des jalons. Donc, les jalons, c'est des tâches un petit peu particulières. Quand vous créez une tâche, vous pouvez ici venir faire clic droit et la marquer comme jalon. Donc, les jalons, en fait, c'est des tâches qui représentent un intérêt un petit peu particulier, qui vont notamment remonter dans cette fameuse pyramide. Ça crée des informations un peu macro. Et ça, c'est ce qu'on appelle un jalon. Et une étiquette, en fait, c'est un tag, c'est un type de colonne spécifique qu'on peut activer ici en allant dans masquer et en allant ici dans étiquette. Et on a étiquette ici, c'est un champ en fait, un champ officiel Asana qui permet d'ajouter des étiquettes. Donc par exemple, si j'ai envie de dire que cette tâche-là, elle parle plutôt du marketing, je vais ajouter une étiquette marketing et du coup, je vais pouvoir ensuite retrouver, ça tag en fait les tâches. Voilà. Alors que les jalons, c'est un type de tâche particulier. Dans le cadre de la Ok. création d'un calendrier type time off, une tâche, une personne off, comment peut-on afficher la tâche en couleur? Existe-t-il un Je viens de jalon? répondre. Ok, super. Alors, pourquoi est-ce que vous ne retrouvez pas les sessions en français sur le lien d'Asana? Parce qu'en fait, on commence tout juste les sessions en français. Donc, c'est possible qu'il n'y en ait pas encore beaucoup, qu'il y en ait pas. Et dernière. Alors, pour la dernière question de Stella, alors j'ai répondu sur le fait d'avoir les couleurs. On peut afficher les couleurs dans un calendrier à partir de l'instant où en fait on a ajouté un menu personnalisé qui a des options avec des couleurs. Et donc à ce moment-là, on pourra afficher et retrouver les mêmes couleurs dans la vue chronologie ou calendrier. Et existe-t-il un jalon tampon d'approbation? Alors, l'approbation, c'est un autre type de tâche particulier qu'on n'a pas forcément évoqué aujourd'hui ici. Il n'est pas forcément disponible pour tous les plans Asana. Il faut d'abord créer une tâche, lui donner un nom, peu importe le nom, et ensuite vous faites clic droit sur la tâche, et là vous pouvez la marquer comme approbation. Et à ce moment-là, c'est une tâche qui va prendre un style un petit peu spécifique. Au lieu d'avoir le style complété, le bouton complété, vous allez avoir trois boutons, approuver, demander des modifications ou rejeter. Et c'est finalement une tâche, mais qui va prendre un peu plus de sens, un sens d'approbation. Et si vous cliquez sur approuver, en fait, ça va écrire bien ici un message bien spécifique sur le fait que cette tâche-là a été approuvée. Et je laisse Julien répondre à la dernière question. C'est tout bon. Super. Merci à tous et bonne journée. À bientôt.